là, ce matin, ce webinaire territoire d'industrie. Et on s'est donné 1h30 pour malgré tout essayer d'avoir un échange rythmé et resserré. Donc on peut démarrer. Donc ce webinaire a été organisé avec la Banque des territoires. J'ai aperçu Emmanuel Lacroix parmi les personnes connectées notamment. Avec l'État et puis les principaux opérateurs qui sont associés à Territoire d'industrie. Le webinaire d'aujourd'hui va porter sur un sujet qui avait été évoqué sur la dernière séquence, les écoles de production. Ce sera le gros de la séquence d'aujourd'hui, avec le témoignage déjà de la Banque des territoires sur un AMI qui est d'actualité et qui devrait vous intéresser. Donc ça, c'est un outil sur lequel on vous invite à vous saisir. Et donc le témoignage d'un projet, l'accordé en Nouvelle-Aquitaine, avec le président de l'association, Vincent Boucry, qui témoignera, et puis également la communauté urbaine de Limoges, et Fanny Duban, directrice du développement économique, qui apportera aussi l'éclairage sur ce projet qui potentiellement peut être inspirant pour d'autres territoires de Nouvelle-Aquitaine. On aura aussi un temps sur les actualités et à la région, le pôle formation-emploi avec Pascal Sagnier et Grégory Talvi vous présentera un nouveau dispositif, la plateforme Talents d'ici. Et puis, pour démarrer, on vous proposait d'évoquer l'outil DataVis qui nous a été présenté par la Banque des territoires et qui peut aussi intéresser plusieurs d'entre vous. Enfin voilà, je vais laisser la Banque des territoires vous exposer ce nouveau dispositif, ce nouvel outil, qui témoigne justement aussi de la mise en œuvre de Territoire d'industrie et de son déploiement. Emmanuel, peut-être je te laisse introduire ou… Oh, c'est très très rapide, hein. C'est juste pour lancer Thomas Rollet qui travaille au siège de la Banque des Territoires à Paris et qui est spécialiste de la data et qui a élaboré cet outil DataVis qui va nous présenter. Voilà, je lui passe la main tout de suite. Merci. Oui, merci Emmanuel. Alors pour la présentation, ce sera c'est le numéro 4 pour vous aider. On a interverti avec Émilie. Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Pardon. Voilà. Alors, pour l'outil DataVis, en fait, on a travaillé beaucoup avec Emmanuel en direction régionale Nouvelle-Aquitaine pour vraiment que cet outil corresponde bien aux besoins qu'on avait à la fois au sein de la Banque des territoires, mais en fait plus généralement partagé au sein des territoires d'industrie, de la région et des EPCI sur lesquels sont les territoires d'industrie. Pour revenir un peu sur des éléments de contexte sur la DataVis Territoire d'Industrie, en fait, on a voulu accompagner le lancement du programme Territoire d'Industrie, et notamment donc, au début, donc, à partir de 2019, et plus particulièrement en 2020, on a commencé à travailler sur un petit outil de DataVis, et on voulait en fait rendre des datas un peu pertinentes pour vraiment accompagner le déploiement du programme Territoire d'Industrie à l'échelle de chaque région. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, on s'est rapidement rendu compte que dans le cadre de ce programme, il y avait quelques questions qui étaient posées, à la fois parce que c'était pour nous, mais en fait plus largement une géographie nouvelle, plusieurs EPCI qui se rassemblaient pour créer un territoire d'industrie, et au final sur lequel on n'avait pas forcément des indicateurs pour attester d'une réalité, notamment industrielle, et pas non plus sur d'autres réalités type, et on va en parler, sur les besoins de formation, sur lequel en fait on avait vraiment un besoin d'avoir une réalité précise, concrète, des chiffres actualisés et à jour pour pouvoir passer à l'action. Premier élément, on avait aussi besoin de pouvoir gérer toutes les fiches actions qui avaient été remontées. Et ça, derrière, ce sont aujourd'hui à l'échelle nationale plus de 1600 projets, 1600 documents pour lesquels il faut les gérer, faire les mises à jour. Et là-dessus, on essaie de le faire via la DataVis Territoire d'Industrie. Et puis, donc, on a travaillé avec chaque direction régionale sur ces questions. Donc, c'était d'abord
en priorité interne Banque des Territoires pendant quelques mois, et puis une fois le déploiement fait au sein de chaque direction régionale, on s'est rendu compte que ce besoin était aussi partagé plus largement au sein des exécutifs régionaux, au sein des territoires d'industrie, et que ça pouvait avoir un intérêt de partager les analyses qu'on pouvait faire via la DataVis territoire d'industrie. Donc, on a décidé d'ouvrir cette DataVis territoire d'industrie. Aujourd'hui, avant de rentrer vraiment dans le cas concret, puisqu'on va faire un focus là sur les données de formation, ce que l'on trouve sur la DataVis territoire d'industrie, c'est une partie totalement publique qui, là, pour le coup, est totalement accessible via le site web Banque des Territoires. Là-dessus, ce sont des données totalement publiques qui s'adressent plutôt à un public cible d'industriels, de citoyens pour s'informer sur le territoire. On a également une DataVis qu'on appelle en fait DataVis Premium, qui est la DataVis de travail de notre direction régionale et qui là est ouverte pour toutes les personnes qui travaillent sur le territoire d'industrie. Et donc, il suffit juste de se créer un compte sur la plateforme Banque des Territoires, notre site web, demander le service et après vous êtes habilité quasiment dans la minute. Ça, c'est l'élément. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, en lien avec l'ANI École de Production, c'est de faire un petit focus sur ce qu'il est possible de faire grâce aux données DataVis Territoire d'Industrie sur les sujets de formation. Aujourd'hui, en travaillant avec chaque direction régionale, ouais, c'est bon. On a créé un petit tableau de bord sur les données de formation et de marché du travail. Là-dessus, on s'est rendu compte que sur la thématique de la formation, c'était encore une fois assez compliqué d'avoir des chiffres très parlants, des chiffres qui soient à jour, et puis des chiffres qui soient fiabilisés à des échelles qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas utilisées jusqu'ici. Typiquement les territoires d'industrie. On a souvent des intuitions sur les données de formation. Bien souvent, il y a aussi des industriels qui nous remontent des besoins, Pôle emploi aussi qui peut remonter des besoins en termes de formation, mais on n'a pas souvent les chiffres à des mailles très fines. Donc, on s'est rapproché de Pôle emploi pour avoir des données sur les métiers industriels, notamment en tension. Alors, à la maille des régions, des départements et des territoires d'industrie, pour saisir et aller vraiment au bout des choses. L'objectif derrière, c'est de vraiment pouvoir accompagner l'ouverture de centres de formation, des écoles de production, mais ça peut être d'autres centres. Et puis, ça peut être aussi accompagner des études, je pense notamment GPECT, qui peuvent aussi se nourrir des données présentes dans la DataVis. On le fait déjà sur d'autres territoires d'industrie, je pense à Lamballe-Térémer en Bretagne, mais voilà, ça peut être une solution, une possibilité en tout cas de la DataVis territoire d'industrie. On a eu un premier cas concret sur une ouverture d'école de production qui ne s'est pas faite grâce à la DataVis territoire d'industrie, mais sur lequel le modèle a été validé. C'est l'école de production de Cholet sur les métiers de la chaudronnerie. Et là-dessus, on a travaillé avec les données, notamment avec l'équipe siège, pour vraiment valider si les données de la DataVis étaient bien pertinentes, puisqu'on a créé un calcul spécifique pour calculer les métiers en tension avec Pôle emploi, et donc on a bien validé le modèle, c'est pertinent. Aujourd'hui, on a bien estimé que c'était bien dans les métiers de la chaudronnerie, à Cholet en tout cas, qu'il y avait un besoin. Avec Emmanuel en Nouvelle-Aquitaine et puis avec les équipes de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui on a décidé de travailler sur chaque territoire d'industrie grâce aux données DataVis pour regarder à l'échelle de ces territoires quels sont les métiers qui ressortent en tension et quelle est l'offre en face sur ces métiers en tension. Est-ce qu'il y a déjà une offre de formation? Au contraire, est-ce qu'il y a potentiellement un trou dans la raquette sur lequel on pourrait envisager des accompagnements, des possibilités? On a pris un premier cas très concret sur le territoire d'industrie d'Angoulême-Cognac, alors pour lequel on a fait un premier export avec les équipes de la direction régionale à partir de la DataVis territoire d'industrie. Cet export, et ça on le fait avec tous les utilisateurs de la DataVis territoire d'industrie, on accompagne l'utilisateur, donc on ne le laisse pas le faire tout seul, mais vraiment c'est main dans la main, on le fait, s'il y a des questions, on y répond. Et à partir de cet export, on peut adresser les métiers les plus en tension et sur lesquels il y a
des potentialités d'accompagnement. Pour le territoire d'Angoulême-Cognac. Alors, excusez-moi, Monsieur Rollet, je me permets de vous couper, mais il y a un point que je n'ai pas bien saisi. Du coup, quand vous parlez de l'utilisateur, c'est qui? C'est toutes les personnes qui sont habilitées à la DataVis Territoire d'Industrie Premium. Aujourd'hui, ça peut être des utilisateurs internes aux banques des territoires, mais on a aussi, comme l'outil est ouvert pour les utilisateurs dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, ça peut être des utilisateurs hors Caisse des dépôts aussi. D'accord, donc ça peut être des intercommunalités, des EPCI qui sont signataires territoire d'industrie. Exactement, ouais. Ok, merci beaucoup. Puisque aujourd'hui, ce que j'ai peut-être pas rappelé, c'est qu'on travaille aussi avec la délégation de territoire d'industrie au niveau national et puis la NCT pour faire de cet outil l'outil de référence dans le cadre du programme territoire d'industrie et puis de la relance industrielle. Pour vraiment en faire un hub de données qui permettent d'accompagner le travail dans le cadre de territoire d'industrie. Si je reviens sur le territoire d'Angoulême-Cognac, on a sélectionné avec Emmanuel 3 métiers qui nous semblaient vraiment en tension. Ces 3 métiers, c'est ouvrier qualifié du travail du verre, céramique, métallurgie, le métier de soudeur et le métier d'ouvrier qualifié du travail du bois et de l'ameublement. J'ai mis le détail de ce qui ressortait dans la DataVis Territoire d'Industrie. Ce que vous pouvez voir là, c'est qu'on retrouve à la fois le total des projets de recrutement dans ces métiers, quelle a été la part de difficile. On a également ajouté la part de recours à l'emploi saisonnier, puisqu'on n'est pas sur le même type d'accompagnement sur des emplois saisonniers versus des emplois un peu plus pérennes. Et puis, on a aussi également, et là je ne l'ai pas mis pour la présentation, le détail année après année, ce qui permet de voir si on est sur une pente ascendante, si les difficultés de recrutement sont de plus en plus importantes, ou au contraire, on est sur une pente descendante. Et dans ce cas-là, ça veut dire que potentiellement, il y a déjà eu une offre de formation qui a été mise en place pour répondre à ces besoins de recrutement. Là-dessus, on a décidé de mettre en place des réunions et d'interroger un peu les décideurs à l'échelle du territoire d'industrie pour voir s'il y avait un besoin à l'échelle de ces territoires sur ces 3 métiers sélectionnés. Et puis, ce dont on s'est rendu compte, c'est que alors déjà, sur ce territoire d'industrie d'Angoulême-Cognac, bien entendu, la filière agroalimentaire et notamment en filière du cognac sollicite beaucoup et la plupart des métiers sont axés autour de cette filière, que ce soit autour des métiers du verre, donc en lien avec le cognac, soudeur, chaudronnier, et puis également avec les métiers du travail du bois, pour le cas des tonneliers. Ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a interrogé les décideurs, on a eu un premier retour sur ce qui était déjà fait sur ces territoires. Donc pour le cas du bois et de l'ameublement, il existe déjà un CAP en tonnellerie à Cognac. Donc là-dessus, il y a déjà une offre de formation. On constate quand même que les difficultés de recrutement persistent. Et donc là, on pourrait s'interroger sur potentiellement de nouvelles offres de formation pour rentrer un peu plus en adéquation avec derrière les besoins de recrutement. Ça, c'est une première chose. Sur le cas des ouvriers du verre et du travail du verre, je crois qu'il y a aussi un projet en cours pour une école sur Cognac, pour une école du verre. Par contre, dans le cadre du métier de soudeur et de chaudronnier, là, on se rend compte que il y a un potentiel derrière, qu'à l'échelle du territoire comme à l'échelle du département, il n'y a pas forcément d'offres de formation sur ces métiers-là, et donc on pourrait aller encore plus loin et, si nécessité, pouvoir envisager l'ouverture d'un nouveau centre de formation, puisqu'on se rend compte que chaque année, il y a près de 75 projets de recrutement qui sortent. 88% ne trouvent pas preneur, et donc qu'il y a un besoin depuis 2015 qui est avéré, en tout cas dans ces métiers. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui, excusez-moi, je prends la réunion en cours, j'ai eu beaucoup de difficultés pour me connecter. Hélène de Ségovia du pôle formation emploi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt les constats que vous formulez. Il faut savoir que ce à quoi vous faites appel en associant systématiquement un problème de recrutement et une réponse sous forme de formation,
Enfin bon, nous on travaille ces sujets-là depuis très longtemps au pôle, on en revient, hein, c'est la fameuse thèse adéquationniste, hein. Et c'est vrai que, alors vous parlez notamment, ça coince sur les soudeurs, c'est normal, ça coince sur les soudeurs, et on pourra monter tous les centres de formation qu'on veut, ça coincera toujours. Les problématiques de recrutement ne sont pas exclusivement liées à des problématiques de formation ou de présence ou d'absence d'offres de formation, hein. Bien souvent, il y a aussi des problématiques inhérentes aux modalités de recrutement, à la tension sur un métier, à la mobilité ou à l'absence de mobilité des personnes qui sont formées. Voilà, donc c'est vrai que c'est des analyses à chaque fois qui réclament une remise en contexte et que, enfin, si c'était aussi simple, on aurait un métier beaucoup plus facile au pôle formation emploi. Voilà, c'est juste une petite remarque. Tout à fait. Et là-dessus, on est tout à fait raccord. C'est bien pour ça. En fait, aujourd'hui, la service territoire d'industrie, on est bien d'accord. On ne va pas résoudre tous les problèmes et les enjeux liés aux difficultés de recrutement. Ce que permet de faire la DataVis territoire d'industrie, c'est juste proposer des axes d'analyse. Et d'ailleurs, c'est pas un travail qui est totalement terminé sur l'outil DataVis territoire d'industrie, puisque désormais, on veut inclure le plus de dimensions possibles qui permettraient d'expliquer justement ces difficultés de recrutement. D'ailleurs, vous avez évoqué les sujets de mobilité. On aimerait pouvoir élaborer une cartographie plus précise de l'offre de formation qu'il y a et selon où on se situe, de comment on peut s'y rendre et quelle est la distance derrière, ce qui pourrait aussi, en tout cas, d'apprécier comment la mobilité peut aussi faciliter ou pas. Oui, et puis il y a des sujets autour de la marque employeur aussi. Hein. Exactement. Emmanuel, peut-être une remarque? Oui, je voulais juste apporter un petit complément qui me paraît important. C'est qu'en fait, et c'est vrai qu'on aurait pu le dire en introduction, c'est que notre approche de DataVis est une approche uniquement d'essayer d'alimenter des intuitions. C'est le principe derrière, c'est un travail itératif, c'est ce qu'on a fait, ou du moins qu'on a commencé à faire à Cognac, et c'est important de dire que c'est un début à Cognac et qu'il est en cours, et justement dans notre scope, un des prochains rendez-vous qu'on a prévu de faire, c'est Pôle emploi, donc ça, c'est l'occasion de vous le dire, et puis d'avancer avec vous aussi sur cette question, mais on a vraiment l'idée de faire un travail itératif, c'est-à-dire en fait, la donnée, d'abord la donnée on ne l'invente pas, la donnée c'est une donnée qu'on récolte, et notamment la donnée Pôle emploi fait partie des données sources. Et c'est important de le dire, c'est qu'en fait, c'est un outil d'agrégation de données. Le travail que fait Thomas, c'est d'aller rechercher la donnée la plus pertinente possible en fonction des problématiques territoriales et d'essayer de créer, si vous voulez, des superpositions de couches de données qui peuvent ensuite conforter ou voire même initier des intuitions. Une fois qu'on a une intuition, l'idée, c'est de prendre la tâche du territoire, donc généralement le PCI, ou le chef de projet territoire d'industrie, ça peut être aussi du côté du conseil régional, ça peut être du côté de Pôle emploi, enfin bref, de prendre la tâche des interlocuteurs qui sont compétents sur le sujet, pour leur dire, voilà, on a repéré ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous pensez que ça a du sens, qu'on continue à creuser cette piste? Alors, c'est ce qu'on a fait, par exemple, dans le cas de Cognac avec Zoé Safar, si je me souviens bien du nom, je ne me crois pas me tromper. Et c'est justement en lui soumettant ces données qu'on a eu son retour. Et elle nous a dit, ah oui, bah alors ça me parle, ça correspond à un déficit sur tel sujet, c'est une compétence qui est importante pour le territoire, effectivement, qu'on n'a pas, et sur lequel ce ne serait pas inintéressant, effectivement, qu'on ait une formation dédiée sur tel ou tel sujet. Et en fait, ensuite, on rebondit avec nos équipes territoriales également. Enfin bref, on croise, si vous voulez, les sujets. Et en fait, c'est tout ce travail itératif qu'on propose de faire à partir de cet outil DataVis. Mais en aucune façon, DataVis n'est un outil miraculeux qui apporte des solutions clés en main au territoire. C'est uniquement une impulsion d'intuition qui nous permet derrière de mieux travailler en essayant d'avoir des débuts de piste et de tirer les fils. C'est ça qui est important. Je voulais vraiment rappeler ce point-là parce que c'est capital. C'est la philosophie avec laquelle on a bâti cet outil et avec laquelle on compte l'utiliser. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant. Enfin, c'est un outil itératif et qui peut venir par couches successives, vous l'avez dit, on peut y ajouter des briques de données et conforter du diagnostic. Ça peut aussi être un outil d'échange finalement entre les acteurs, les opérateurs locaux. Je pense que c'est un outil qui peut être intéressant de partager
en service public de l'emploi local ou sur des comités de pilotage. Mais derrière, comme l'évoquait Hélène de Segovia, je pense qu'il y a aussi des personnes ressources à la région qui connaissent bien aussi tant les problématiques de recrutement que l'offre de formation disponible sur un territoire et l'historique de ce qui a pu être développé aussi en matière de formation. Parce que parfois, nous aussi à la région, on teste des choses, puis on se rend compte que ça n'a pas marché. Donc, il y a des retours d'expérience à intégrer. Et là, je pense notamment sur ce volet très territorialisé aux conseillers emploi-formation qui sont généralement basés sur les territoires et qui peuvent avoir un point de vue aussi très complémentaire pour aller sur l'analyse plus qualitative justement que vous évoquiez en complément de tous ces indicateurs et de cette cartographie qui est… Oui, c'est juste. Hein. Le pôle formation emploi a des équipes territorialisées. Alors, les intitulés ont évolué. Aujourd'hui, on parle de délégués territoriaux. Mais ils fonctionnent toujours en équipe avec des animateurs aussi qui suivent les actions de formation. Donc, c'est vrai que cette référence à l'histoire dans les territoires, elle est très importante pour pouvoir bâtir aussi des choses et pas refaire la même histoire qui a déjà été vécue il y a 10 ans, qui n'a pas marché, mais en tirer plutôt des enseignements pour essayer d'ajuster le tir et d'avoir des réponses plus soutenues, quoi, plus efficaces. Je regarde le temps se dérouler. Est-ce que Thomas, tu veux conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à l'intervention d'Émilie sur l'AMI? Ouais, je vais juste rajouter 2 petits mots pour dire qu'aujourd'hui sur la database territoire d'industrie, tout est ouvert pour les utilisateurs en lien avec le programme territoire d'industrie. Et comme l'a aussi dit Emmanuel, la database se nourrit à la fois des expériences, des retours utilisateurs. Et donc, par exemple, dans d'autres régions, il y a les UIMM qui participent aussi à la database territoire d'industrie. Et donc, on a les retours d'expérience, des retours de données. En tout cas, tout permet l'enrichissement et des données et aussi les retours d'expérience sur les analyses qui peuvent être faites. Un cas très concret sur les enrichissements, c'est le travail qu'on fait en parallèle avec le Conseil régional et Olivier Bouba-Olga en Nouvelle-Aquitaine sur les filières industrielles, puisqu'on travaille ensemble sur définir des indicateurs appropriés à l'échelle des territoires d'industrie pour vraiment comprendre quelles sont les filières réellement structurantes à l'échelle de ces territoires et encore plus à l'échelle des territoires les plus ruraux, puisqu'aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, plus de 50% du territoire est considéré comme rural à très rural. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site Banque des Territoires pour vous inscrire sur la database territoire d'industrie. Très bien. Donc, du coup, je vous propose de passer à l'intervention d'Émilie sur l'AMI école de production. À la rigueur, si elle veut juste m'indiquer à quelle partie de la slide je mets son intervention. Et en attendant, en parallèle, ouais. si Thomas veut bien aussi répondre à la question qui a été soulevée sur le côté payant de la database premium et puis d'une manière plus générale, la manière dont les EPCI peuvent y avoir accès si besoin. Bonjour à tous. Alors, peut-être la première partie, je vais replacer juste le contexte de notre présentation un petit peu avant. Ah oui, ça a été inversé. Alors, attendez. Ou alors, juste avant. Voilà. Encore avant. Et ce sera parfait. Oui, donc… voilà. Donc, notre accompagnement… des compétences et de la formation, elle s'inscrit dans le cadre de notre offre du programme territoire d'industrie qui s'articule autour de 4 priorités. Je vous les rappelle très vite, mais je ne rentrerai pas dans le détail puisqu'on a plutôt décidé de faire un focus sur l'AMI école de production. Donc, c'est nos 4 priorités: investir dans l'aménagement et l'immobilier industriel sur mesure, innovant et durable, accompagner la transition énergétique et environnementale de l'industrie, accompagner la mutation de la formation vers les métiers industriels. Et puis, c'est aussi tout un travail qu'on a mis en place avec un certain nombre de régions sur la cartographie des chaînes d'approvisionnement et sur les dépendances industrielles et les enjeux de réindustrialisation ou de relocalisation.
Donc, en ce qui concerne la forme, là, je vous ai mis un peu les actions qu'on avait déjà menées depuis 1 an et demi maintenant dans le cadre du programme Territoire Industrie sur ces 4 priorités. Je vais passer ensuite, ça c'est une petite, voilà. Donc, l'accompagnement qu'on a déployé par rapport aux enjeux de formation aux métiers industriels. Elle s'articule autour de partenariats que nous avons mis en place et également d'offres spécifiques construites pour le programme Territoire d'industrie. Donc, tout à l'heure, Thomas et Emmanuel évoquaient la DataVis. La DataVis, elle sert justement par exemple, à alimenter des études de GPECT que nous finançons dans le cadre du programme Territoire d'industrie. Donc, soit on intervient en cofinancement aux côtés des collectivités locales principalement, soit on est en mesure de mobiliser un marché à bon de commande et de financer à 100% une mission de GPECT. C'est le cas notamment à Lamballe, Terre et Mer, dont parlait Thomas, où là, c'est nous qui travaillons, on travaille en étroite collaboration avec la collectivité, mais on finance la GPECT. Et justement, la DataVis a alimenté le bureau d'études qui réalise cette GPECT. On a également déployé une offre d'amorçage, c'est-à-dire une subvention qui permet d'apporter de la trésorerie dans les 2 ou 3 premières années d'exploitation d'un centre de formation. Donc, cette offre d'amorçage, elle est indépendante des partenariats que je vais vous présenter après. Et notamment, cette offre, on l'a déployée en Nouvelle-Aquitaine pour la première fois sur un projet de plateau mobile de formation qui se fait en lien avec l'UIMM du Limousin. Donc, on n'a pas encore versé l'aide à l'amorçage, puisqu'en amont de ce versement, il y a une étude d'opportunité qui va se faire et qu'on cofinance. Et si cette étude d'opportunité de marché a pour conclusion qu'il y a un vrai intérêt, un vrai enjeu à déployer ce plateau mobile, là, on pourra effectivement verser une aide à l'amorçage qui est plafonnée à 100 000 €, donc qui peut aller jusqu'à 100 000 €. Ensuite, les partenariats. On est partenaire du CNAM dans le cadre de l'AMI Cœur des Territoires, le second. Donc, il arrive à son terme au mois de juin. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de territoires ou de porteurs de projets qui ont déposé des candidatures. Donc, il y a un comité de pilotage national qui va décider des projets lauréats. Et les projets lauréats pourront bénéficier d'une aide spécifique d'accompagnement de la Banque des Territoires. On a également un partenariat avec l'AFPA, puisqu'on les accompagne dans leur stratégie de reconversion des centres AFPA en tiers-lieux. Aujourd'hui, on mène une expérimentation sur 7 centres AFPA au niveau national. Derrière, l'AFPA a pour stratégie, ambition de transformer l'ensemble de leurs centres AFPA en village AFPA, enfin, tiers-lieu pour synthétiser. Et enfin, donc, le projet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est notre partenariat avec les écoles de production. Voilà, merci. Ça doit être… Voilà, merci. Donc, c'est un partenariat qu'on avait déjà, nous, à la Banque des Territoires, hein, puisque… Aujourd'hui, la Fédération nationale des écoles de production dispose d'un réseau de 35 écoles au niveau national, environ 1050 élèves. Et sur la slide suivante, vous pourrez voir quelle est leur stratégie. Leur ambition, elle est assez forte, puisqu'ils ont pour ambition d'avoir d'ici à 2030 100 écoles de production au niveau national. Ce qui revient à environ 4000 élèves s'ils arrivent à déployer ces 100 écoles. Donc, on a signé un partenariat avec la fédération il y a 2 ans maintenant.
Et c'est un modèle en fait qui fonctionne plutôt bien et qui est très attractif dans sa conception, puisque l'idée c'est vraiment déjà de ramener dans le champ de l'enseignement des élèves qui étaient plutôt en décrochage. Donc ça vise principalement des élèves qui sont en fin de collège, qui ont 15 ans, 15-16 ans, et dans l'objectif de leur apprendre un métier, excusez-moi, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, de leur apprendre un métier. Donc, les écoles de production, c'est un petit peu des mini-usines, puisque ce que les élèves produisent est vendu directement à des industriels qui sont souvent partenaires de l'école de production. Donc, notre offre dans le cadre de cette AMI, c'est la slide suivante, je pense. Voilà. Donc, en fait, le gouvernement, la délégation au territoire d'industrie, je crois que j'ai vu Alexandre Mas qui était présent, donc il pourra intervenir s'il le souhaite, qui représente la délégation au territoire d'industrie, a considéré que c'était un modèle qui valait la peine d'être accompagné. Et au mois de mai, donc on s'est associé, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires et la Fédération nationale des territoires d'industrie pour mettre en place un appel à manifestation d'intérêt visant à accélérer le déploiement de projets d'écoles de production en France. Donc ce projet, je vous ai mis tout en haut de la slide la plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter pour avoir excusez-moi, je suis en webinaire. Excusez-moi, pour avoir accès donc au cahier des charges de cette AMI et pour pouvoir retirer le formulaire qui vous permettra de déposer une candidature. Notre offre consiste en 3 volets. Donc, une aide à l'ingénierie qui est mobilisée par la Banque des territoires à hauteur de 50 000 € par projet sélectionné. Et on a une enveloppe qui permettra d'accompagner 20 projets d'écoles de production au niveau national. Ensuite, on a une subvention aux investissements industriels. Donc là, c'est dans le cadre de France Relance. Donc, si Alexandre veut en toucher quelques mots, je ne sais pas si Alexandre, tu veux en parler, peut-être? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alexandre Mas de la délégation territoire d'industrie. Donc, en partenariat avec la Banque des territoires et la FNEP, comme vient de l'expliquer Émilie, on a lancé l'AMI École de production. Et donc, un des volets d'offres proposés pour cette AMI, c'est ce qui concerne le soutien à l'investissement industriel. Donc, comme l'expliquait Émilie, les écoles de production sont des mini-usines, donc elles ont besoin d'équipements de production les plus proches possibles d'équipements professionnels, et ce sont très souvent des équipements niveau professionnel et donc qui demandent un investissement d'entrée assez important. Et c'est sur cet aspect-là que se positionne la partie soutien aux investissements industriels de l'école. Et donc on est sur un processus qui est en fait totalement similaire à celui qui est mis en place pour le soutien aux projets collectifs dont je m'occupais aussi et dont on avait discuté lors de la précédente, lors du précédent webinaire que vous aviez organisé. Donc on est sur un principe similaire avec une candidature qui se fera via, donc cette fois-ci via l'AMI, mais avec les mêmes demandes en termes de justificatifs et avec les mêmes aussi capacités d'intervention que sur les projets collectifs. Merci Alexandre. Et le troisième volet, c'est une aide à l'amorçage également du projet qui se fait sous forme de prêt subordonné qui peut atteindre 300 000 €. En cas de non-éligibilité au prêt subordonné, on pourra étudier l'octroi d'une subvention d'amorçage. Donc ça sera vraiment au cas par cas. Émilie, pardon, tu peux peut-être préciser en 2 mots ce que c'est qu'un prêt subordonné, parce que ce n'est pas forcément super clair pour tout le monde. Je vais te laisser faire, Emmanuel.
Non, un prêt subordonné, sans rentrer dans les détails, ça peut être considéré en fait comme du quasi-fonds propre, donc c'est du haut de bilan, ce qui permet de créer un effet de levier sur la dette. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Merci, merci Emmanuel. Donc, très concrètement, aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit process en dessous qui vous rappelle comment partir de l'idée de créer une école de production jusqu'à l'aboutissement. Voilà, donc très concrètement aujourd'hui, si vous entendez parler de personnes qui ont envie de porter un projet d'école de production, la première étape, c'est vraiment de prendre attache de la Fédération nationale des écoles de production. Donc c'est Vanessa Decuy qui s'occupe du premier contact avec les porteurs de projets. Et donc, c'est elle qui vous expliquera comment dérouler le projet de création. Ce que vous pouvez retenir également dans le cadre de l'intervention de la Banque des territoires en ingénierie amont, c'est que nous, habituellement, notre mode opératoire, c'est de cofinancer des études d'ingénierie que les collectivités locales portent, c'est-à-dire elles sont maîtres d'ouvrage en général de l'étude. C'est elles qui font la mise en concurrence et c'est elles qui pilotent le prestataire qui va faire une étude. Et nous, on vient donner une subvention pour financer l'ingénierie. Le modèle pour les écoles de production, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, la personne qui va vouloir créer une école de production, en règle générale, elle va créer assez rapidement, elle va créer une association pour pouvoir faire les premières démarches, faire les premières études de marché. Et souvent, cette personne qui va créer cette association, c'est elle qui va à terme être souvent directeur ou directrice de l'école de production qui sera créée. Le modèle fonctionne très bien en général quand c'est la personne qui a eu l'idée qui à terme va travailler dans le centre de formation, va diriger l'école de production. Et de ce fait, une fois que la structure juridique est créée, les 50 000 euros qui peuvent être octroyés dans le cadre de l'AMI sont versés à l'entité juridique qui va être créée. Et ces 50 000 euros permettent de financer notamment du temps passé. C'est-à-dire que ça pourra permettre de financer une partie du coût du salaire, des charges inhérentes à la création de l'école de production. Donc, c'est aussi ce qui est vraiment différent par rapport à la façon dont on intervient d'habitude, c'est que ça va pouvoir financer du temps passé. Donc, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Il y a 3 écoles de production qui sont en cours de réflexion et de création en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a une à Limoges et 2 sur le territoire d'industrie Lac-Potarbe. Donc, et là, on verse en fait une subvention à l'entité juridique. Bon. Du coup, ça fait peut-être le bon passage de témoin avec le témoignage qui suit. Est-ce que dans l'intervalle, il y a des questions précises peut-être sur cette AMI à poser à Émilie? Et sinon, je vous propose dans ces cas-là de glisser vers ce témoignage de la structure qui a pu bénéficier des fonds comme ça d'amorçage. Juste une question, est-ce que dans les porteurs de projets, on peut avoir des entreprises ou des collectifs d'entreprises qui ont des problématiques justement de recrutement et pour lesquelles l'école de production semble être un axe de réponse pertinent? En fait, souvent, il y a une personne qui est un peu moteur, qui a cette envie de créer une école de production, mais de toute façon, dans le modèle, il faut absolument que la personne, elle se fasse un réseau d'industriels qui vont pouvoir à terme créer un partenariat avec l'école de production pour acheter ce qui va être produit. Et donc, dans l'association, il faut, je dirais, il va être nécessaire que des industriels, principalement, puissent porter le projet d'école de production avec la personne ressource. En fait. Ok, merci. Très bien. Donc, je vous propose de passer au témoignage donc, du projet d'école de production sur le territoire de
territoire d'industrie Limoges Métropole Élan. Et donc, je vais laisser la parole au président de l'association L'Accordé Nouvelle-Aquitaine et Fanny Duban pour Limoges Métropole. Oui, donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Vincent Boucry, je suis président fondateur justement de l'Accordé Nouvelle-Aquitaine, l'association qui est la structure porteuse de l'école de production Limoges Nouvelle-Aquitaine. Donc certains d'entre vous nous ont accompagnés et me connaissent, je vous salue et on aura l'occasion d'en reparler. Ce que je vous propose, c'est effectivement de donner un témoignage. Donc moi, juste avant d'attaquer la présentation, je suis bénévole. En fait, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans un grand groupe industriel de la région de Limoges du CAC 40, c'est-à-dire en fait de Legrand. Et en fait, moi, j'ai découvert les écoles de production il y a 4 ans. Et très honnêtement, en tant qu'industriel et entrepreneur dans l'âme, ça a vraiment fait le lien entre les besoins des entreprises et les problématiques de formation et des jeunes qui sont un peu en déshérence. Voilà. Donc, ma présentation, c'était de rappeler quand même ce que c'était qu'une école de production et je vais vous témoigner par moi qui le vis très intensément depuis 4 ans. Et puis après, on parlera un petit peu du développement, enfin comment ça s'est passé. Mais d'abord, le modèle des écoles de production, puisque les personnes qui m'ont précédé ont évoqué des sujets, mais il me paraît vraiment important de vous partager vraiment ce qui fait l'ancrage et ce qui fait la différence de ce dispositif. Avant tout, et c'est ce que j'ai mis en tête du slide, c'est une réponse aux besoins des entreprises du territoire sur un métier en tension. Ça doit partir de là. Le besoin avant tout, c'est les entreprises du territoire. Quels sont leurs besoins en termes de recrutement, puisque l'objectif à terme, c'est qu'ils puissent justement recruter des jeunes qui sortiront de l'école. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Alors après, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est une troisième voie de prévention du décrochage scolaire. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard les différences par rapport à d'autres dispositifs existants, parce que souvent, il y a confusion dans les esprits. Par contre, notre cible, c'est vraiment dès 15 ans. L'idée, c'est vraiment d'être soit en prévention, soit en tout début du décrochage, donc plutôt voilà, collège. Clairement, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se positionner. L'objectif, bien sûr, c'est que les jeunes aient un diplôme, mais surtout qu'ils aient un emploi. Donc, on essaye d'avoir les deux, mais avant tout, c'est qu'ils aient un emploi à la sortie avec un diplôme reconnu par l'Éducation nationale. Donc la pédagogie qui est utilisée, c'est celle qu'on appelle du faire pour apprendre. Et je dirais même maintenant, moi, avec ma vision, c'est plutôt produire pour apprendre. C'est vraiment ce qui fait la différence. Puisqu'en fait, les jeunes passent 2/3 de temps en conditions réelles de production. Ils fabriquent, ils font des actions pour des entreprises clientes de l'école. Et j'y reviendrai après. Donc, il y a un label, hein, c'est pas un dispositif que j'ai inventé par moi-même il y a 4 ans. Il y a un historique, un label, une fédération, des soutiens extrêmement forts, et il y a des fondamentaux. Et ces fondamentaux sont hyper importants parce que c'est ce qui fait nos différences et ce qui fait la réussite du dispositif. Ensuite, donc, on peut s'appuyer, et moi, il y a 4 ans, j'ai été bien heureux de pouvoir m'appuyer sur ce réseau des écoles existantes. Et puis, le dispositif a vraiment évolué depuis 4 ans, puisque le dispositif maintenant est reconnu par l'État dans la loi de formation de 2018, et puis également des reconnaissances par rapport à l'éducation nationale. Et puis, bien sûr, le fait qu'il y a un certain nombre de projets sont maintenant inclus dans le territoire d'industrie. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une synthèse, et je vais vous donner quelques éléments complémentaires par rapport à ça. Donc, le positionnement, on parle d'une troisième voie, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de s'adresser aux jeunes de 15 ans en sortie de collège. C'est pas un lycée pro, puisqu'en fait, souvent, pour les 15 ans qui sortent de collège, le lycée professionnel, s'ils sont déjà un peu en désamour avec l'éducation classique, retourner encore en lycée, c'est pas nécessairement là où il va se sentir à l'aise. Et puis, l'apprentissage, 15 ans, souvent, c'est quand même très, très, très jeune, hein. Donc, c'est difficile de trouver un employeur. Et puis, même pour certains, à 15 ans, ça peut faire peur de se retrouver du jour au lendemain dans le milieu de l'entreprise. Voilà, donc l'école de production veut se situer en préventif et en curatif pour ces jeunes-là. Je vous propose, voilà.
Alors, 2 tiers de pratique, 1 tiers de théorie. Ces 2 tiers de pratique se font, donc c'est la partie gauche du slide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un seul maître professionnel qui s'occupe des jeunes dans la même structure et dans la même semaine. Et c'est en partie ce qui va faire la différence par rapport à d'autres dispositifs. Par exemple, l'apprentissage où on a une alternance. Là, vraiment, tout se fait au même endroit. C'est pour ça que ça s'appelle l'école de production. Il y a à la fois la production et à la fois la partie l'enseignement général. Donc, comme c'est marqué, on a des jeunes, on a entre 8 et 12 jeunes par promotion. Donc, ce qui aussi, je ne vais pas dire facilite, mais ce qui fait partie de la réussite du dispositif. Les jeunes sont vraiment pris dans leur totalité, dans leurs difficultés scolaires, mais aussi leurs difficultés sociales. Et l'idée, c'est vraiment qu'on les prenne en compte comme individus et leur donner leur chance. Donc, la mise en condition réelle est vraiment essentielle dans la réussite, puisqu'ils travaillent pour des clients externes. Donc, ça veut dire le niveau d'exigence d'une entreprise. Je dis toujours, l'idée, ils ne travaillent pas pour avoir 8, 10 ou 12 sur 20, ils travaillent pour le client est content ou pas, la commande est dans le délai ou pas, et dans la qualité voulue ou pas. Et c'est ce qui va redonner du sens. Et au-delà de ça, on va leur enseigner les savoir-être et les savoir-faire de l'entreprise et les codes de l'entreprise. Ne serait-ce que de dire bonjour, d'être à l'heure, de porter des équipements de protection, etc. Je vous propose de passer, puisque je peux être très bavard sur le dispositif et le temps est limité. Donc, très important, on est dans un écosystème gagnant-gagnant avec trois parties essentielles. Donc, les jeunes par eux-mêmes, bien sûr, donc qui ont besoin de se former. À droite, les entreprises, et là, c'est pour réinsister sur le fait qu'on doit être en partenariat avec des entreprises du territoire pour répondre à leurs besoins de qualification et éventuellement aussi les accompagner un petit peu dans le chemin de la croissance, dans le sens où, comme on fait de la production pour eux, souvent, on va pouvoir leur faire de la production que par ailleurs, ils ne prendraient pas, parce que souvent, ils sont un peu débordés eux-mêmes dans leur activité. Et puis, bien sûr, la troisième partie dont vous faites partie, donc c'est bien tout le côté du territoire avec le côté social et le fait d'accompagner le développement économique du territoire. Voilà. Je vous propose le slide suivant. Donc, je ne vais pas m'attarder, c'est simplement, vous aurez l'occasion d'avoir certainement les documents ou vous les avez peut-être par ailleurs. C'est simplement pour rappeler que c'est notre charte, en fait, c'est bien les 8 fondamentaux des écoles de production. Et vraiment, ces éléments-là sont majeurs. Et c'est là-dessus qu'on est audité et contrôlé. Alors, le modèle économique, très rapidement, il a évolué depuis 2019 de par l'évolution de la taxe d'apprentissage. Donc, vous avez en gros le modèle économique visé à horizon de 3-4 ans, puisqu'en fait, école de production, nous, on forme au CAP et souvent Bac Pro. Excusez-moi si vous pouviez juste revenir, voilà. Juste insister sur que la production qui est faite pour les entreprises partenaires doit représenter entre 25 et 30% des produits. Donc, ça montre aussi le volume quelque part nécessaire pour permettre l'équilibre économique de la structure. Je vous propose la page suivante. Donc là, la cartographie, vous l'avez vu rapidement sur l'implantation des écoles. Donc, ça amène rien de plus. Je vous propose donc le slide suivant. Quelques chiffres. Alors, moi, c'est bien les chiffres qui sont remontés par la Fédération nationale sur les écoles les plus anciennes. Bon, la plus ancienne a plus de 100 ans, et après, il y a un paquet d'écoles qui ont entre 30 et 40 ans d'existence. Hein. Après, il y a toutes les nouvelles comme les nôtres. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, sans aller dans le détail, c'est que au-delà de réussites au CAP, au Bac Pro qui sont assez remarquables, c'est que les jeunes, en général, quand ils sortent du dispositif, ils ont des offres d'emploi à la sortie, parce qu'ils se sont fait connaître et puisqu'il y a des entreprises partenaires. Et puis l'autre élément, moi, à titre personnel, qui m'a marqué, c'est de voir que des jeunes qui, a priori, sont rentrés dans ce dispositif en partie pour des difficultés scolaires classiques, eh bien, on leur a redonné confiance et plus de 48%, presque la moitié, en fait, poursuivent leurs études et donc rejoignent pour certains des dispositifs classiques. Après un Bac Pro, par exemple. La slide suivante, donc c'est simplement pour signaler quand même qu'il y a presque 12 000 anciens élèves, donc c'est quand même significatif.
et en général une grande diversité de provenance des jeunes, aussi bien qu'ils soient mineurs migrants, quartiers sensibles ou pas mal de jeunes qui souffrent de troubles 10. Voilà, je vous propose le slide suivant. Voilà. Donc là, c'était vraiment d'essayer de vous situer le contexte des écoles de production. Et maintenant, c'est de rentrer plus dans, moi, le témoignage, le projet que j'ai porté et dans lequel nous sommes encore. Donc, sur la Limoges Nouvelle-Aquitaine, en fait, moi, il y a 3 étapes que notre projet, on peut dire que notre école s'est passé en 3 étapes. La première, donc moi, j'ai découvert les écoles il y a presque 4 ans maintenant. Et en fait, cette période-là, moi, j'ai démarré, j'irais tout seul, persuadé du dispositif, et il a fallu d'abord que je me monte une équipe de bénévoles autour de moi, de gens qui se retrouvaient par rapport à ces valeurs-là. Donc, c'est une première étape avec une dizaine de bénévoles, une association qu'on a créée, et une recherche d'un certain nombre de fonds pour pouvoir payer un chef de projet. Et au final, en septembre 2019, on a ouvert donc la première école de production de Nouvelle-Aquitaine à Limoges, en se portant sur les métiers de l'électricité. Donc ça, c'est l'ouverture en septembre 2019. Donc quelques infos sur cette ouverture. Donc on prépare au CAP électricien avec une intention de monter à du bac pro ou des qualifications. On est en train de vivre ça. On a un petit peu, on a bénéficié d'une inauguration, je dirais, très inattendue, mais qui nous a fortement aidé avec la présence de Madame Agnès Pannier-Runacher, qui à l'époque était secrétaire d'État, dans le cadre du Tour de France des solutions. Et quelque part, c'est vrai que cette inauguration nous a permis de nous mettre un peu en lumière, puisqu'on était quand même une structure, une petite association sur un dispositif nouveau, et pas connu en Nouvelle-Aquitaine. Et on a été justement lauréat du Tour de France des solutions un mois après. Donc, ouverture en septembre 2019, on a changé de locaux en septembre 2020 parce qu'ils étaient un peu petits, on a accueilli notre 2e promotion de CAP et on a eu la reconnaissance par l'Éducation nationale en novembre 2020. Donc la structure, en gros, c'est un directeur, excusez-moi, juste un petit peu avant, voilà, il y a 2 maîtres professionnels, ça c'est vraiment la structure, c'est vraiment la ressource, l'une des ressources clés, c'est vraiment les maîtres professionnels, c'est les personnes qui gèrent les jeunes sur le métier, et leur profil, c'est avant tout des gens qui viennent de l'entreprise, c'est pas des formateurs, c'est avant tout qu'ils aient au moins une dizaine d'années d'expérience du métier, puisque c'est eux qui vont être le mieux placés pour passer le métier, les savoir-faire et le contexte de l'entreprise. Alors bien sûr, il faut aussi qu'ils aient la sensibilité éducative, hein. Mais avant tout, il faut qu'ils viennent de l'industrie, enfin, ou tout au moins du métier qui est porté. Et puis donc on a une quinzaine de bénévoles qui nous aident au quotidien dans cette école. Voilà. Alors ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est ça ne nous suffisait pas. Non, mais c'est dans le sens où les métiers en tension, il y a 4 ans, on en avait identifié quand même pas mal sur le secteur. Donc, on avait commencé par l'électricité, puisque c'est là où j'avais le plus de réseau. Mais on avait mis un peu de côté la chaudronnerie-soudage parce que, notamment, les problématiques de financement des investissements. Donc, fin 2020, on s'est dit, c'est vraiment le moment de relancer ça. Et donc, c'est là qu'on a lancé la phase d'ingénierie et c'est là qu'on commence à avoir les liaisons avec Territoires d'Industrie et Banque des Territoires. Donc, on a une phase d'ingénierie qui nous est financée pour 50% par Banque des Territoires et de ce fait, Banque des Territoires, pardon, et de ce fait, on a ouvert une fiche action Territoire d'Industrie avec Fanny Duban, donc qui est à côté de moi, pour se raccrocher à Territoire d'Industrie qui, eux, en local, avait été signé très en amont de notre projet et sur lequel notre projet initial n'avait pas été identifié. Donc, on a aussi une enveloppe d'investissement qui est financée aujourd'hui, puisqu'on est rentré fin 2020 dans le cadre du plan France Relance. Donc, France Relance nous suit à 50%. Donc, l'enveloppe d'investissement, vous voyez, sur 3 ans, sur le plateau de production, c'est quand même 600 000 €. Hein. Et puis, on a 50% qui est pris en compte par la Fondation Total, qui est l'un des financeurs les plus historiques, quelque part, de la Fédération nationale des écoles de production.
Et puis sur le fonctionnement, on a un soutien de la région qui nous a accompagnés au début dans le cadre du CAP électricité et qui vient de nous être confirmé, puisqu'en fait c'est une demande annuelle que l'on fait par année scolaire, et notamment sur l'ouverture de septembre 2021, nous venons de recevoir la confirmation du soutien à la région pour l'année scolaire à venir. Et on a en tête, la région comme nous, d'essayer de sécuriser ce fonctionnement en pluriannuel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'amorçage est également soutenu par Fondation Total. Et puis, comme la personne de Banque des Territoires l'a indiqué avant, on a une demande de dossier de prêt de 200 000 € qui est en cours d'instruction, de prêt subventionné, justement pour conventionner, pardon, le terme m'échappe peut-être. Voilà, donc ce dossier est en cours pour nous soutenir notamment dans l'aspect trésorerie du projet. Donc voilà, c'est la deuxième étape. Et puis en fait, il y a une troisième étape maintenant, et qui donne aussi la logique par rapport à l'inscription dans le territoire d'industrie, c'est-à-dire que il y a presque 4 ans, au tout départ, j'avais rencontré la secrétaire générale de l'UMM en local, et qui, en fait, avait déjà dans les tuyaux un projet qui s'appelle ici Agile 2023, donc c'est les maisons de l'industrie. Et en fait, aujourd'hui, on se place en troisième phase, à horizon 2023-2024, comme un partenaire de ce projet, l'idée étant qu'on puisse, quelque part, être hébergé. Il y a tout un tas de synergies pertinentes qui se feraient jour. Et donc, ce projet est en cours d'instruction. L'idée, c'est qu'on puisse quelque part se rattacher à ce projet. Et donc, notre projet d'école de production à 4-5 ans, c'est 80 élèves, une dizaine de salariés, à peu près 2000 m², et donc 2 tiers de production. Donc voilà ces 3 étapes. Alors, notre retour d'expérience en quelques mots, au final, après un certain nombre d'étapes, parfois très angoissante pour moi, mais au final, on peut se dire que 3 ans après, le projet il est soutenu par l'État, soutenu par la région, par la métropole, et on se retrouve intégré à territoire d'industrie, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et puis en plus, on peut se projeter à terme, puisqu'on a une vision de se projeter dans un projet plus pérenne à horizon 2023-2024. Et alors l'AMI arrive un peu enfin pour nous après la bataille, mais par contre moi en tant qu'expérience je peux vraiment vous dire que ça peut être qu'un plus, parce que en 4 ans j'ai vraiment vécu des moments extrêmement difficiles pour frapper aux bonnes portes, pour arriver à trouver des financeurs, pour expliquer le dispositif. Et là c'est vrai que pour les futurs porteurs de projets, je ne vais pas dire que c'est un long fleuve tranquille, loin de là, mais au moins sur cet aspect-là, ça leur permettrait d'avoir un cadre et un certain nombre d'acteurs qui sont déjà avec des processus et des choses qui sont identifiées. Donc ça, c'est pour moi, je pense que les futurs porteurs de projets avec cette AMI vont pouvoir, vont au moins avoir ce côté-là un peu plus à l'aise. Et puis moi maintenant, j'ai tendance à dire à quand la deuxième école de production de Nouvelle-Aquitaine, puisque je pense qu'on restera toujours la première. Mais j'aimerais bien qu'on ne reste pas la seule, puisque comme vous l'avez vu sur la carte, Nouvelle-Aquitaine, à part la nôtre à Limoges, il y a un grand vide. Voilà, donc après, écoutez, moi je me tiens à votre disposition pour vos questions éventuelles. Dans ces cas, merci pour l'intervention. Je laisse peut-être Fanny Duban compléter, si elle le souhaite, la présentation, et puis après on passera aux différentes questions par rapport au sujet. Alors effectivement, bon, vous avez déjà tout dit, donc il n'y a pas grand-chose à vous compléter. Mais non, c'est ça qui était drôle. Mais effectivement, ce qui est intéressant sur le plan l'articulation avec territoire d'industrie, c'est finalement que, comme ça a été dit, dans le premier travail très riche qui a été mené avec le collectif d'industriels de notre territoire d'industrie Limoges Métropole Élan et binôme avec les élus, effectivement, ce projet-là, parce que le travail a commencé en 2019 pour notre territoire d'industrie, n'avait pas été repéré à ce moment-là. On n'était pas sur ce travail de maturation, et donc la contractualisation, la première qui a eu lieu en janvier 2020 et qui a permis de contractualiser avec l'État et la région 19 fiches actions, dans ce premier travail, il n'y avait pas l'école de production. En revanche, et ça c'est à notre avis la richesse de territoire d'industrie, comme il s'agit d'un programme dynamique, en fait, après,
dans le courant de l'année 2020, à l'initiative notamment de la Banque des Territoires, le deuxième volet de l'école de production, donc le développement de l'école de production, a été repéré comme un projet pouvant relever de territoire d'industrie. On a eu des premiers contacts, nous c'était septembre, octobre, novembre, et effectivement, à la fois sur le fait de pouvoir faire rentrer cette fiche action dans le cadre du dispositif territoire d'industrie, de la présenter aux différents financeurs, à nos référents régions et banques des territoires, mais également à pouvoir mobiliser les compétences spécifiques de notre PCI, notamment sur le volet identification de lieux pour l'hébergement de l'école de production, mobilisation de dispositifs. Et effectivement, donc c'est là l'interaction, l'articulation entre les dispositifs qui était pour nous, je pense, une vraie richesse. Et finalement, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a aussi cet enjeu de synergie entre les différentes fiches actions et les différents projets de territoire d'industrie, et notamment la réelle synergie qui existe avec le projet Agile 2023 de l'UMM. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Très bien. Très bien, merci. Donc, du coup, les deux premières questions, alors comme c'est de Hélène, donc Hélène Bourrasso en premier. Oui, c'est ça. Oui, bonjour. Je travaille au service développement économique à l'agglomération du Bocage-Bressuiret dans le nord des Deux-Sèvres. Je fais partie du territoire d'industrie Nord-Poitou avec 5 autres EPCI. Notre territoire est à proximité de celui de Cholet, même si on n'est pas sur le même département. Donc, j'ai vu effectivement qu'il y avait une école de production qui s'était montée à Cholet. Moi, ma question, et je voulais vous remercier aussi du retour d'expérience parce que la présentation, elle était vraiment très intéressante et ça donne envie. Ma question, c'est quelle interaction il y a eu avec les lycées professionnels qui étaient déjà en place, notamment par exemple sur Limoges. Je suppose que vous avez déjà aussi des lycées professionnels. Comment ça a été perçu? Est-ce que ça a été bien perçu? Voilà, tout simplement. Je vous remercie de votre question et ma réponse va devoir être un peu compliquée en fait. Bon, très clairement, moi je suis vraiment démarré de zéro. La notion d'école de production n'était pas du tout connue en local. Et de ce fait, ça s'explique, hein, en fonction des personnes que l'on rencontre, ça peut être vu soit comme ouais c'est super, génial, ou être vu comme oh là là, mais il veut faire comme nous, ou oh là là, mais il va nous prendre non pas du business, mais peut-être des candidats ou des jeunes. Et en fait, c'est pour ça que c'est assez. On a vraiment besoin de bien expliquer le dispositif pour expliquer que nous ne sommes pas en concurrence. Nous venons prendre en compte, et puis en plus sur des volumétries quand même très, très faibles, hein, comme je vous ai dit, on parle de promotion d'une douzaine d'élèves. Même avec un CAP, même 2 années de CAP, vous voyez, moi, ma structure, à terme, on est sur 80 élèves, sur 2 filières. On ne va pas bouleverser je dirais la cartographie de la formation existante. Mais pour répondre à votre question, il y a eu tout un travail à faire avec le rectorat, avec les différentes rectrices, puisqu'on a eu aussi malheureusement une succession de rectrices différentes sur Limoges, donc ça ne facilite pas les points d'entrée. Puis après, il y a les réactions de chaque individu, puisque dans toutes ces personnes-là, moi, il y a des gens qui étaient tout à fait enthousiastes, et puis d'autres qui ne nous percevaient pas bien. Et donc, on a vraiment beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer voilà, qu'on n'est pas concurrent, qu'on est peut-être un organisme privé, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas en train de prendre en compte des jeunes qui n'ont pas trop d'autres solutions pour certains. Voilà, donc on a tout ça pour dire, ça prend du temps à se faire connaître, à expliquer les choses, et pour être très concret sur l'électricité, on a un lycée pro Maryse Bastier donc sur Limoges, avec qui ça se passe très bien, parce qu'on a fait tout ce travail de prise de contact et petit à petit de se faire connaître. Parce que nous, quand j'ai démarré, moi je venais avec mes PowerPoint et ma conviction. Et après, j'avais rien à montrer. Hein. Donc maintenant, on a 2 ans d'existence, et bien ça change tout. Quand les gens nous visitent, les slides que je vous ai présentés, il n'y a même pas besoin de les présenter, ça prend vie. Ils voient les jeunes, ils voient la façon de faire. Et donc, dernièrement, toute l'équipe de Maryse Bastier, donc le lycée pro, est venue nous visiter pour se rendre compte et voir. Voilà. Et tout ça, ça aide.
Juste une dernière petite, une autre petite question. Les locaux que vous occupez, c'est des locaux qui sont dans une école déjà existante ou vous avez vraiment scindé les deux? Ah, non, pas du tout, hein. On est vraiment une structure indépendante. D'accord. On n'est vraiment pas. Enfin, on veut être quelque part comme une entreprise. Ok. Ok. D'où dans ces cas-là le lien fort avec la collectivité qui vous accompagne sur cet aspect-là. Bien sûr. Merci. C'est l'une des difficultés, mais là, je laisserai Madame Dumont pour en témoigner, et puis d'autres structures. C'est que de fait, on est une structure hybride. Et on est à la fois entreprise et à la fois école. Et en général, les formulaires ou les dossiers, il n'y a qu'une case. Et ça pose. Ben, voilà, ça pose souvent des grandes difficultés. C'est vrai qu'on finit par se comprendre. C'est vrai qu'on a dû, effectivement, par rapport à la nature particulière de l'école de production et par rapport à l'adéquation avec nos dispositifs, par exemple, d'aide à l'immobilier professionnel, effectivement, on a travaillé ensemble pour avoir une analyse notamment juridique, pour qualifier ce qu'était une école de production et comment elle pouvait être accompagnée sur ces volets. Donc ça c'était effectivement un travail technique qu'on a conduit ensemble. Et du coup, ça peut-être qu'il y a sûrement un réel travail à faire sur la nature des statuts de la structure pour peut-être pas oublier certaines compétences ou certaines capacités pour pouvoir porter des dépenses ou des investissements ou solliciter certaines demandes. Oui, alors nous, on est une entreprise, on a un numéro de sirène, Ouais. on a la TVA, enfin, on peut récupérer la TVA, et puis on a une activité économique, exactement. Ouais. Mais on est aussi une école reconnue par le rectorat avec des contraintes d'éducation nationale. Alors, on laisse la parole du coup à Hélène de Ségovia. Oui, mais j'avais deux questions, ça fait le lien avec ce qui vient d'être évoqué. Une question plus technique. Honnêtement, je ne sais pas, peut-être que ça a été dit, mais vous me le redirez. La question du statut des jeunes qui sont en école de production, j'ai vu qu'on émarge à la taxe d'apprentissage, mais on parle d'élèves, il y a un lien fort avec les autorités académiques. Donc, quel est le statut de ces jeunes et sont-ils rémunérés? Élèves. Élèves. D'élèves et ne sont pas rémunérés. Par contre, très clairement, nous, on se positionne sur même si on est un établissement privé, on a des frais de scolarité extrêmement faibles. En fait, pour être très clair, on demande 20 € par mois sur 10 mois. C'est vraiment, moi, c'est pour dire ce qui est gratuit n'a pas de valeur, puisqu'en fait, on leur fournit l'ensemble des équipements de protection, alors notamment lycée pro, hein, vous savez ce que c'est, ça va vite, hein, la tenue professionnelle, les équipements de protection et également leur boîte à outils et tout ce qui va être fourniture scolaire. Voilà. Ils peuvent accéder à des bourses statut d'élève, pas rémunéré. Ils ont maintenant à Limoges, on a avancé avec le rectorat pour qu'ils puissent être éligibles à des demandes de bourses. À des bourses, ça c'est nouveau. On vient de le faire en fin 2020. Donc ça, c'est aussi une avancée importante parce que la première année, on avait sur pas mal d'élèves des vraies difficultés. Oui, je me doute, oui. Voilà. Ok. Deuxième question, ça fait écho également. Vous parliez pour l'enseignement général de recours à des formateurs bénévoles, hein, des intervenants bénévoles. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une exigence du cahier des charges des écoles de production? Alors, la première année, je ne vous cacherai pas que c'est un choix contraint par l'aspect économique. Oui, je me doute. Mais peut-être que les dispositifs vont peut-être aider, hein, mais voilà, c'est un choix un peu contraint. Maintenant, on a aussi l'expérience, parce que je dis bien, on dit l'école, c'est faire pour apprendre pour les jeunes. Moi, je dis à toute l'équipe qui m'entoure depuis le début, on est en train aussi de faire une école de production pour apprendre à en faire une. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, et encore, on avait une réunion hier, on voit bien qu'on apprend tous les jours. Tout ça pour dire, le bénévolat dans l'enseignement, moi je serais beaucoup plus, non pas mitigé, mais de mieux le calibrer. On a vraiment besoin d'enseignants plutôt, qui ont la formation qui va bien, avec vraiment cette idée de je viens enseigner un peu différemment, puisque l'idée c'est que des jeunes, c'est en plus petits comités qui ont souvent des difficultés particulières et en fait on les rattire, on fait l'enseignement général en s'alimentant de la réalité de production qu'ils font.
Un exemple, si on veut leur faire la surface d'un rectangle, eh bien, plutôt que leur faire de manière théorique, je vais prendre un exemple en atelier où j'ai une plaque, etc. Et je vais repartir de la reproduction pour les ramener là-dessus. Oui, Donc, c'est on la a pédagogie vraiment différenciée. des enseignants qui ont la compétence avec cette sensibilité-là. Et par contre, les bénévoles, c'est quand même très intéressant, puisqu'en fait, on vient rajouter des interventions du type, là, on a une personne qui intervient pour expliquer, j'ai quelqu'un du conseil d'administration qui est dans le travail temporaire, elle vient faire des interventions sur le monde du travail, comment ça fonctionne, les entretiens d'embauche, etc. Donc, on a aussi besoin de ce genre de bénévoles qui vont faire des interventions ponctuelles, différentes, complémentaires. Ok, merci pour vos réponses. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à l'intervention suivante? Est-ce qu'on pourra avoir, quand vous enverrez le diaporama, les coordonnées de M. Boukri également, s'il veut bien? Alors, sur la dernière slide, j'ai mis son adresse mail de l'accordé. Vous pourrez la noter, donc du coup, vous l'aurez avec l'envoi. Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention et je vais donc laisser la main à Pascal Sagné et Grégory Talvi pour nous présenter un nouveau outil support Talent d'ici. Pourquoi une plateforme alors qu'il y a déjà tout un tas de job boards qui existent? En fait, tout simplement parce qu'à l'endroit donc des sortants de formation et du lien avec les employeurs, notamment pour des personnes qui ont des qualifications, mais parfois peu d'expérience, en tout cas, et souvent même peu d'expérience dans leur domaine, dans le domaine pour lequel ils se sont formés. Voilà, il manquait une connexion. Et donc pour proposer un service donc aux sortants de formation, la plateforme Talent d'ici a été créée. Alors pour information, elle a quand même ouverte à l'ensemble des publics qui souhaitent s'y inscrire. Et puis du côté des offres d'emploi, de manière à pas être déceptif, si quelqu'un va chercher une offre sur Talent d'ici, bien entendu en priorité les offres Talent d'ici, celles qui ont été saisies en propre, remontent en premier, mais c'est aussi un job board qui est compilant et qui propose l'ensemble des offres qu'on peut trouver dans les agences de travail temporaire, de Pôle emploi, etc. Tout ça pour simplement éviter, c'était un arbitrage pour éviter que la personne se retrouve à aller sur notre site Talent d'ici, puis le quitter pour aller sur celui d'une agence de travail temporaire, puis le requitter pour aller sur Pôle emploi. Donc l'idée, c'est aussi qu'elle puisse retrouver l'ensemble des offres, même si bien évidemment celles qui seront saisies en propre, donc seront mises en avant. Ce qui nous paraît important aussi de souligner, c'est que c'est vraiment un outil région. Il a été vraiment co-construit, y compris dans sa stratégie de déploiement avec l'ensemble, avec beaucoup des services du pôle formation emploi, mais aussi au-delà avec le développement économique, avec d'autres. Voilà, on a vraiment une démarche très partagé pour le développement de cet outil, et puis aussi avec un groupe usager composé de partenaires, d'organismes de formation, d'entreprises, de candidats qui nous ont aidés à la co-construction donc de cet outil, également avec des retours critiques constructifs qui font que on a pu réajuster au fur et à mesure de manière à pas être hors sol avec les problématiques exprimées par les personnes, parce que des fois on peut aussi se dire on est bien, le site il est joli, il est pratique et tout va bien, mais il nous paraissait intéressant d'avoir un garde-fou qui est celui de ce groupe usager, en tout cas qui nous permettent aussi d'avoir un œil critique constructif. Voilà, donc je pouvais en dire, la plateforme a été relancée, elle a été mise en ligne en fin d'année dernière, mais il y a un décollage là depuis quelques mois qui est assez tangible, en tout cas en termes de profils qui s'inscrivent et d'offres en propre. Voilà, on est encore bien loin de nos objectifs, mais en tout cas la dynamique est intéressante, et on est dans cette démarche de progression où des fois on a effectivement des retours, on essaie de les corriger quand ça fonctionne pas, mais globalement c'est un site qui prend son essor, et je te laisse alors là maintenant, puisque tu vais garder la main, Grégory, mais je te laisse la parole pour guider ma main. Voilà. Allez, voilà. Donc en fait, tu descends un petit peu la molette pour avoir le parcours. Donc voilà. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux cibles. Descends encore un peu. Il y a deux cibles privilégiées sur cette plateforme. Donc il y a le volet recruteur, qui permet aux recruteurs, comme dans différentes plateformes d'emploi, d'aller chercher, puiser des compétences dans une CVTech qui est
actualisé et abondé tous les jours, de rechercher des formations dans les domaines de compétences recherchées auprès des OF. Donc, il a une possibilité via un widget, un module d'analyse qui rapproche compétences et emploi, de contacter en direct les organismes de formation en lien avec l'équipe Talent d'ici, et puis aussi d'avoir l'accès au portail entreprise qui permet d'être visible sur la plateforme en tant qu'entreprise, en présentant sa structure et puis mettre en propre aussi ses offres d'emploi. Du côté candidat, nous avons la possibilité, quand on est candidat, de consulter des offres qui peuvent être adaptées à ses expériences et à ses compétences, de proposer son CV soit par téléchargement, soit par création via un module de création de CV qui est inclus et incorporé dans la partie candidat de Talent d'ici, où vraiment c'est très pédagogique, très ludique. Ensuite, avoir un accès aux ERIP, donc les espaces régionaux d'information de proximité, qui sont là pour vraiment accueillir le jeune, apporter des premiers éléments d'information à toutes ces questions sur les mobilités, sur les aides au logement, etc. Et puis, un guide complet des aides de la région sur différentes thématiques que le jeune peut avoir en question. Donc, voilà les approches différenciantes de notre plateforme. Plus bas, nous avons tout de suite sur la page d'accueil un panorama d'une région dynamique qui est la nôtre, à travers 3 angles d'attaque, les secteurs proposant les plus d'offres, les métiers les plus recherchés par les recruteurs et les recruteurs les plus actifs. Là, c'est à titre indicatif, mais lorsque l'on va dans la plateforme, on a des remontées d'informations sur ces 3 volets. Et puis, une partie importante aussi, c'est le groupe édito, l'équipe édito de Talent d'ici qui gère ça, c'est l'actualité et les événements. Donc, évidemment, on fait remonter de manière hebdomadaire l'ensemble des actualités de la région, de nos acteurs, des forums comme le Quai des métiers du littoral qui aura lieu demain sur La Rochelle. Donc voilà, les événements sont remontés. Donc tous ceux qui ont des événements qui souhaitent avoir une visibilité sur notre outil, il n'y a aucun souci. L'équipe édito est là pour vous accompagner pour que ce soit publié. Et donc c'est très important. Donc les offres en propre au niveau de Talent d'ici, ce sont les offres où c'est écrit exclusive, et on va plutôt appeler ça les offres de Talent d'ici, et qui reviennent, comme disait Pascal en introduction, en amont à chaque fois. Et toujours par ce système de filtrage, on peut rechercher l'offre qui nous intéresse le plus. Donc, vous avez un peu le même tableau de bord pour la partie recruteur et la partie candidat, évidemment, avec les cibles de questions et de besoins en tant que recruteur et en tant que candidat qui sont proposés. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, parce que là, on a eu une petite difficulté à se connecter. Moi, je n'ai pas réussi à visualiser, mais on peut vous proposer un temps d'échange plus opérationnel pour aller voir l'ensemble des fonctionnalités. On verra avec Guillaume pour vous proposer un créneau si ça vous intéresse. Et il n'y a pas de souci. Hein. Tout à fait. En tout cas, donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible sur notre site territoire, le portail des territoires, donc territoire.nouvelle-aquitaine. Mais ça, je vous le ferai passer après en lien. Vous informez aussi que prochainement, on a un webinaire le 23 juin sur les clubs d'entreprise. Donc, je vous mettrai ça aussi en info. Et comme ça, je vous laisse après peut-être faire des échanges bilatéraux avec des personnes qui seraient intéressées pour approfondir les potentiels et les capacités de ce site. Je vous remercie tous pour votre présence. Et puis, rapidement, des nouvelles pour la tenue du prochain webinaire lié à territoire d'industrie. Voilà. D'accord, merci. Juste peut-être en conclusion, en conclusion, comme on n'a pas pu aller sur le compte recruteur, en fait, hein, c'est que quand on ne se trompe pas de mot de passe, en général, c'est quand même, voilà, sur le retour des entreprises, c'est quand même plutôt assez simple de créer un compte recruteur. Et quelque chose sur lequel on n'a pas insisté, Grégory, mais qui me paraît intéressant de préciser, notamment pour les entreprises, c'est que effectivement, on a un certain nombre de candidats, mais dans l'hypothèse, alors où on ne trouve pas le candidat adéquat, ou même si on trouve et qu'on va avoir d'autres candidats, l'outil permet une mise en relation avec les organismes de formation qui sont concernés par le métier dans lequel vous recherchez un collaborateur ou une collaboratrice, et avec un contact du coup de l'organisme de formation. Donc elle a aussi vocation, cette plateforme, à être sur le cœur de métier aussi de la région, c'est-à-dire la mise en lien entre les recruteurs d'une part,
et les organismes de formation, voilà, le tout au bénéfice des candidats. Donc vous pourrez regarder, c'est assez bien fait, il y a une cartographie, on voit derrière, voilà, avec des renvois sur les partenaires sur la cartographie, mais vous avez directement accès aux liens sur l'organisme de formation et au contact direct avec contact mail, mais également numéro de téléphone. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Désolé pour le bug. Voilà. Pas de problème. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.